7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Ce que l'on redoutait le plus hier soir s'est produit. La gauche unie est le grand vainqueur de ces législatives anticipées avec 178 sièges pour le nouveau Front populaire, 190 en comptant les divers gauches. Le camp présidentiel perd une petite centaine de sièges et se retrouve à 156 avec Horizon, au même niveau à peu près que le Rassemblement national qui obtient donc 143 élus, dont 16 sous la double bannière LR-RN. Les républicains dissidents se maintiennent avec les divers droites à 66 députés. Voilà donc le nouvel hémicycle jusqu'au 9 juin 2025 minimum, date butoir pour une prochaine dissolution éventuelle. Et pour parler de ces résultats, nous sommes avec Hervé de Lépinot. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur le député. Alors, j'appelle que vous avez été réélu député dans la 3e circonscription de Vaucluse dès le premier tour, avec plus de 53% des voix. Ce matin, les Français se réveillent avec une victoire, les Français, en tout cas de droite, avec une victoire qui leur est volée. Hervé de Lépinot, comment expliquez-vous ces résultats ? Ces résultats sont tout d'abord la conséquence de la stratégie mise en place par Emmanuel Macron, qui est un très mauvais président de la République lorsqu'il s'agit de travailler pour l'intérêt des Français, mais un excellent diviseur pour détruire la nation. Et cette association de fait avec Jean-Luc Mélenchon a abouti au résultat que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un hémicycle totalement fracturé. Et je tiens d'ores et déjà à ce qu'on soit très clair sur la géographie de cet hémicycle. Il n'existe pas de groupe nouveau Front populaire. C'est une espèce de marque commune, un GIE qui a été créé dans l'entre-deux-tours, mais qui ne correspond à aucune réalité politique. C'est-à-dire que cette gauche plurielle va à nouveau se diviser en groupes. Vous aurez du LFI, vous aurez du socialiste, vous aurez du Parti communiste. Et quand vous faites l'analyse de chacun de ces groupes, vous voyez qu'ils n'ont pas progressé, à l'exception des socialistes, qui eux vont passer d'une trentaine de députés à 60. Mais les autres restent stables, voire diminuent en nombre de députés. Ouais. Donc non seulement les électeurs de droite se sont fait voler l'élection, puisqu'en nombre de voix, le Rassemblement national dépasse les 10 millions, quand le nouveau Front populaire, lui, est inférieur, je crois, à 7 millions. Donc ça montre bien qu'il y a un problème de représentativité, c'est certain. Mais en tout état de cause, tel que je viens de vous le décrire, aujourd'hui, le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est bien le groupe Rassemblement national qui, lui, va récupérer une quarantaine de députés supplémentaires. Donc nous sommes toujours dans une dynamique de croissance. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, la Chambre est introuvable. Oui. Et c'est là où Macron jubile, c'est qu'il a réalisé en fait son plan, c'est-à-dire démontrer aux Français que la nation, ça ne fonctionne plus, et que par conséquent, si nous voulons un avenir meilleur, il faut maintenant plonger dans le fédéralisme européen. Et en ce qui me concerne, il n'est pas question que nous prenions cette pente. Alors Emmanuel Macron jubile. En même temps, il s'est mis dans une situation quand même assez compliquée, parce qu'il va falloir a priori gouverner avec un gouvernement d'alliance, mais plutôt de gauche, avant d'être de droite. Comment ça peut se passer là pour Emmanuel Macron, à votre avis ? Il a dit qu'il prendrait son temps avant de prendre la parole. Mais je reviens sur ce que je viens de dire. Emmanuel Macron se fiche de la France. Ça ne l'intéresse pas. Par conséquent, qu'il y ait une chambre introuvable, une impossibilité de créer un gouvernement stable, je pense qu'il va y avoir la valse des motions de censure. Donc, quelque part, la 5e qui devait corriger les erreurs de la 4e est en train de les faire ressurgir. C'est d'ailleurs l'aspect assez piquant de l'affaire. Mais en tout état de cause, Emmanuel Macron se moque de la France comme de sa première dent. Eh bien, ce qui se passe au lendemain de cette élection législative lui permet de vendre davantage son projet fédéraliste et d'inscrire la France dans ce projet fédéraliste. Et en partant de ce constat, monsieur le député, vous considérez donc que votre groupe, le Rassemblement national, est donc le premier groupe d'opposition derrière le camp présidentiel ? Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, si je regarde la dernière estimation, nous aurions, 126 députés RN, auxquels viennent s'ajouter nos alliés au nombre de 17. Voilà. En tout, vous avez 143 élus. Voilà, 143. Ensuite, le prochain groupe qui arrive loin derrière,
c'est Renaissance avec 99 députés. Alors pour le gouvernement, quelle est la suite, puisque Jordan Bardella avait annoncé ne pas accepter d'aller à Matignon en cas de majorité relative. Bon, c'est le cas. Il n'acceptera pas donc de rejoindre le gouvernement. La gauche, en revanche, réclame, elle, une place de Premier ministre, femme ou homme. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon faisait dès hier, appeler vraiment un Premier ministre de gauche. Est-ce que vous venez de parler du fait que le nouveau Front populaire n'était qu'un groupe vitrine et qu'il allait s'effondrer, mais pourtant, peut-être que la dissolution de l'Assemblée, pourtant réclamée par le Rassemblement national, pourrait arriver à un Premier ministre à la tête du pays de gauche? Oui, mais un Premier ministre n'est pas le gouvernement en soi. Il va falloir trouver des ministres également et surtout trouver un programme commun. Et c'est la particularité du nouveau Front populaire, c'est qu'il a associé la carpe et le lapin. Vous avez des gens qui ont des positions diamétralement opposées sur certains sujets. Par exemple, la reprise du nucléaire, la branche écologiste et une partie de LFI est contre, quand les communistes et une partie des socialistes est pour. Et cette problématique, vous allez la retrouver pratiquement sur tous les sujets. Ensuite, la particularité de la gauche française, c'est qu'elle est capable de se retrouver et s'unir quand il s'agit de préserver le garde-manger. Mais dès qu'il va s'agir de travailler ensemble sur des options programmatiques, eh bien, le naturel va revenir au galop et ils vont se bouffer le foie. Donc je pense que déjà ce matin, il y a bien, je dirais, un conglomérat qui a la gueule de bois. C'est davantage le nouveau Front populaire parce que les réalités partisanes vont reprendre le dessus. Et là où certains se voyaient déjà pousser des ailes de ministre, voire de Premier ministre, eh bien, il risque d'y avoir un terminus des prétentieux. Et justement, Jordan Bardella, hier, disait que, je le cite, nous sommes plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Alors là, on comprend bien, évidemment, les incohérences de ces alliances qui nous amènent à parler, évidemment, de notre sujet. Raphaël Arnaud, élu député dans la première circonscription de Vaucluse, ce candidat du nouveau Front populaire, triplement fiché S, qui a battu hier à 55% Catherine Jaouen, la députée sortante du Rassemblement national. Comment est-ce que vous avez appris ces résultats, Hervé de Lépinot, hier ? Alors d'abord, on l'a appris très tard, puisque je pense que le scrutin a été passé à la loupe, bureau par bureau. Ma première réaction est de dire quelle indignité de la gauche avignonnaise, quelle indignité du petit bloc bourgeois à supposer qu'il en reste encore à Avignon. Ces gens, en fait, se sont parjurés en envoyant dans le périmètre sacré de l'Assemblée nationale un fiché S, c'est-à-dire une personne qui représente un danger pour la sécurité intérieure. Voilà, je pense que l'élection de Raphaël Arnaud est peut-être la plus belle illustration de l'effondrement de nos institutions. C'était impensable que ce type de profil pénètre dans l'hémicycle. Aujourd'hui, c'est fait. Eh bien, cette image va renvoyer un certain nombre de personnes à leurs responsabilités. Et souvenez-vous de cette formule qui est très vraie, la révolution dévore toujours ses enfants. Donc ceux qui se sont achetés une petite conscience hier en mettant un bulletin dans l'urne Raphaël Arnaud pour faire barrage au Rassemblement national, eh bien vont très rapidement réaliser que faire barrage au Rassemblement national, c'est pas un programme économique, c'est pas un problème en termes de sécurité, ce n'est pas un programme en termes de fiscalité, c'est une posture. Eh bien, on ne gouverne pas un pays avec des postures. Éric Ciotti a pris la parole également hier soir, évidemment. Il dit « Lorsque la gauche s'unit, elle gagne. Lorsqu'une partie de la droite refuse de s'unir, elle reste au port du pouvoir. » Vous parliez tout à l'heure de la stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce finalement, cette stratégie est plus forte que celle de la droite qui a tenté de faire union? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre, finalement? Est-ce qu'on n'est pas condamné un petit peu à rester à ce niveau en fait, d'union qui finalement a permis quand même un certain nombre d'élections, il me semble. Je ne sais plus quel est le nombre exact de sièges pour les Alliés, 66 ? Non, n'importe quoi. Non, les Alliés, moi je noterais 17. Non, 17. Oui. Donc ça s'y limite, Hervé de Lépinot, finalement. Alors, pour moi, le plafond de verre, il a explosé le 9 juin dernier. C'est le résultat des élections européennes. Et c'est l'avantage des scrutins proportionnels avec un seul tour par construction, c'est qu'on a une cartographie quand même un peu plus précise. Oui. Les Français ont la certitude qu'on ne leur volera pas leur aspiration au second tour par les alliances contre nature. Donc
pour moi, le plafond de verre a explosé. Regardons dans quel calendrier Emmanuel Macron a inscrit cette dissolution. Il a usé du délai le plus court autorisé par la loi. Donc on nous demande les uns et les autres de faire campagne en 3 semaines. Eh bien, il est difficile en 3 semaines, quand vous n'avez pas la culture du garde-manger, comme là, la gauche et l'extrême gauche et le centre, eh bien, c'est très difficile de se retrouver autour d'une table, de passer un coup de rabot sur les angles les plus saillants qui pourraient nous opposer et définir ce fameux programme commun. Mais n'oubliez pas que le RPR et l'UDF savaient le faire, ça. Donc il va falloir que l'on apprenne davantage à se parler. Ouais. Éric Ciotti a donné le dernier coup de canif dans le cordon sanitaire. La digue qui nous opposait au reste du spectre politique est tombée le 9 juin. Et nous allons maintenant nous inscrire dans la durée et pour l'emporter. Mais vraiment, je m'adresse aux électeurs de droite. Moi, je suis porteur d'une très grande espérance parce que nous progressons. Et je rappelle qu'en nombre de voix exprimées au second tour, nous avons largement dépassé les 10 millions de voix. S'il y avait eu un scrutin proportionnel ou un scrutin à l'anglaise, c'est-à-dire à un seul tour, nous serions aujourd'hui au gouvernement du pays. Mais justement, est-ce qu'il faut justement bouleverser un petit peu les institutions et passer à ce type d'élection, de scrutin, un vote à scrutin majoritaire uninominal, c'est envisageable? Alors, c'est pas dans la culture française, mais je rappelle quand même que l'Angleterre est peut-être une des plus vieilles démocraties au monde, donc on peut s'inspirer de ce que font nos voisins. Et ensuite, vous pensez bien que ni la gauche, l'extrême centre et Emmanuel Macron, son représentant, n'ont envie de changer de mode de scrutin. Bien sûr, ce parce sera que pour l'instant, ils arrivent à bloquer l'aspiration des Français, qui est de voir mis en œuvre le programme du Rassemblement national. Oui, parce que justement, je voulais relativiser évidemment la victoire d'hier de Raphaël Arnault dans le Vaucluse. En Vaucluse, vous progressez avec sur les 5 circonscriptions, c'est ça, 4 passent donc Bleu Marine. Bénédicte Ozano se maintient à vos côtés, ainsi que Marie-France Laureau et Catherine Rimbert est nouvellement élue dans la 5e circonscription qui jusque-là était détenue par le camp présidentiel. Même chose dans le Gard, où là-bas, 6 circonscriptions, les 6 sont remportées par le Rassemblement national, avec évidemment Nicolas Maisonnet, Johan Gillet, Pascal Bordès, Pierre Meurin et Alexandre Algrépillot avec Sylvie Josserand. Ça, c'est la vague bleu marine tout de même qui subsiste sur le territoire. Bien sûr, et regardez le Var. Le Var a fait carton plein. Donc ça démontre bien que des régions significatives en France ont décidé aujourd'hui de s'inscrire durablement avec le Rassemblement national comme représentant. Et je suis convaincu qu'au prochain scrutin, il va y avoir cette progression du vote Rassemblement national qui ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Donc il faut être patient, mais à condition qu'Emmanuel Macron, dans l'intervalle, ne détruise pas tout. Et avec un Raphaël Arnault qui rentre dans l'hémicycle, je m'attends bien évidemment au pire. Alors justement, ce mercredi sera la rentrée parlementaire. Vous rejoindrez avec les 143 élus du Rassemblement national au sein de l'Assemblée nationale. Quelle sera votre stratégie pour ces 5 prochaines années? On dit 5, même si on ne sait pas vraiment si le mandat sera aussi long. En tout cas, quelle est votre stratégie pour vous, le groupe Rassemblement national et vos alliés, face à cette gauche unie? On verra ce que ça donne en tout cas, et face à justement Raphaël Arnault dans l'hémicycle. On fera une matinale jeudi. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas encore. Volontiers. Donc très modestement, je ne peux pas vous répondre. Oui, sans grande surprise. Bon, non, mais ce serait intéressant de voir effectivement quelles sont les relations entre députés du nouveau Front populaire, parce qu'on a vu un combat acharné quand même pendant ces législatives entre le nouveau Front populaire et l'Union des droites. Hervé Lépinot. C'est sûr qu'entre Ruffin et Panot, ça ne va pas être la lune de miel, vous voyez. Bon. Mais ça va renvoyer une fois de plus, je dirais, une image de la réalité sociologique de ce conglomérat de gauche, et surtout renvoyer les électeurs qui ont fait ce choix à leurs responsabilités. Et je pense toujours à ce bloc bourgeois, et on le retrouve à Paris, à Lyon, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, qui se permet de traverser le monde plusieurs fois par an en avion, qui va chercher l'exotisme ailleurs, qui vit dans de beaux appartements. Ces gens ne réalisent pas que le programme commun de l'extrême gauche n'a qu'une seule ambition, c'est de leur piquer leur appartement et de vider leur épargne. Oui. Et pour reprendre la formule de Coluche, quand ces gens sont allés dans l'isoloir,
pour prendre ce bulletin rouge, ils me font penser à des crocodiles qui rentrent dans une maroquinerie. Voilà. Eh bien, ils risquent de la prendre sévèrement à leurs dépens. Alors, on pourrait parler de 2027, savoir si ce chaos général est plutôt bénéfique pour 2027, parce qu'on a entendu cette petite chanson, c'est une façon aussi de relativiser, d'une certaine manière. Mais avant ça, Hervé de Lépinau, est-ce que Emmanuel Macron pourrait, au bout d'un moment, à cause de ce Parlement ingérable, de ce gouvernement ingouvernable presque, remettre sa démission lui-même ? Emmanuel Macron est une psychologie quand même très complexe. Je pense qu'il y a donc une part de narcissisme très marquée et une instabilité affective qui fait que ce genre de personnalité ne supporte pas la frustration. Ouais. La réalité que renvoie l'élection d'hier est qu'une très grande majorité de Français détestent Emmanuel Macron. Ça a été dit et redit, entre autres, à la gauche et l'extrême gauche de l'hémicycle. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait remporté une victoire liée à sa personne. Donc, on est toujours dans une logique de destruction en ce qui le concerne, et je crains que les Français, après avoir été pour certains privés de leur victoire par les urnes, décident de traiter le problème différemment. Ouais. Et nous savons qu'à partir du moment où le peuple français rentre en résonance, généralement les puissants au pouvoir ont intérêt à courir vite. L'un des constats de cette soirée électorale d'hier, parmi les résultats, c'est notamment que quand la gauche est unie, elle gagne. Quand la droite est divisée, évidemment, elle perd. Une des grandes leçons à tirer, n'est-ce pas que le travail des alliances est le cap le plus important demain, pour 2027 notamment, mais pas que, même pour les municipales et les autres élections à venir, toutes les échéances qui arrivent. Je pense notamment à Marion Maréchal, elle a soutenu 4 candidats avec le Rassemblement national. Parmi les 4, 3 ont été élus députés, donc c'est un vrai succès. Donc quand on s'unit, on peut gagner, alors que par exemple Debout la France n'a pas pu nécessiter d'alliance et a été éliminé hier. Nicolas Dupont-Aignan n'a donc plus son Nicolas siège. Dupont-Aignan a été battu parce qu'un candidat LR s'est maintenu. Oui, ça montre que... Vous savez qu'on a répété pendant les 2 années précédentes que LR était la béquille de la Macronie. Vous en avez eu encore un exemple flagrant dans l'Essonne. Ça s'est illustré. Voilà. Ça s'est illustré hier. Bon, alors pour les alliances, on verra ce que ça donne pour les prochaines années, mais c'est vrai que peut-être qu'en y travaillant encore, la France gagnera demain. Ça vient. Faut garder espoir. Oui, et je tiens à rappeler que des alliances existent au cas par cas également. Lorsque nous avons travaillé et discuté le projet de loi fin de vie, qui risque de ressortir du carton d'ailleurs. Ah oui, à la rentrée septembre. La configuration de l'Assemblée, ça je dis rien, mais... moi, j'ai pu travailler avec un Juvin, avec une Genevard, avec un Hetzel, et il n'y avait pas de difficulté. Voilà. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont tenues un petit peu dans leur circonscription par une posture qui consiste à se dire tout sauf le Rassemblement national. Et voilà, on voit le résultat. Sur certains sujets, on va se retrouver. Sur d'autres, ils continueront à être la béquille de Macron, entre autres en refusant de voter des motions de censure, comme ils l'ont fait depuis le début. Écoutez, merci beaucoup Hervé de Lépinau d'avoir analysé, décrypté ces résultats avec nous ce matin. Écoutez, on vous réinvite jeudi alors. Rendez-vous pris après la rentrée. Normalement, jeudi, je pourrais vous dire quelle va être la ligne programmatique de notre groupe pour les 1, 2, 3 années à venir. Dans ce cas, jeudi, et merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Hervé de Lépinau.